Alors ce qui est dingue, c'est qu'en fait, je l'ai appris par Paris, ce qui se passait à Manhattan. Je devais travailler pour Radio Vatican, je devais faire ma première pige pour eux, parce que le lendemain, c'était l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies, normalement. Donc j'étais en train de travailler, je me souviens très bien, c'était le matin, 8h20, hein, je crois que c'est ça à peu près. Et la télé était dans mon dos, sur CNN, mais j'avais coupé le son puisque j'étais en train de travailler sur ce fameux papier. Et c'est Paris qui m'a appelée en me disant Tu as vu, il y a un avion qui s'est écrasé contre une des tours du World Trade Center. Et je leur ai dit Mais attendez, ça va, il est tôt, machin. Non, non, je t'assure, c'est pas une connerie. Vraiment, on est sincère. Et là, je me retourne, j'avais une chaise qui pivote. Je pivote et je vois la télé et je reste bouche bée. Et on me dit Quitte pas, on te passe à l'antenne. Comme ça, direct. Ok. J'étais à mon bureau au service étranger en train de manger un sandwich et il y avait une des télés du service qui était allumée sur CNN. Et donc on a vu ce qui se passait. Et au départ, enfin, comme tout le monde, hein, on n'y croyait pas. Enfin, on se disait, c'est bizarre, est-ce que c'est un fait divers, est-ce que c'est un petit avion de tourisme? Parce que le premier avion, on ne l'avait pas vu. Et on voit en direct le deuxième avion rentrer dans la tour sud. Et là, on a compris que quelque chose de majeur se passait. Il y avait une espèce de glaciation de la rédaction, c'est-à-dire que tout le monde regardait ses écrans de télé, commençait à regarder des dépêches sur les écrans d'ordinateur, se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Bon. Je vois Gilles Schneider, qui était le directeur de l'information de RFI, ouvrir la porte battante comme ça du bureau et qui me dit « Tu pars à New York ». Et je lui dis « Mais comment ?» Il me dit « Je m'en fous, s'il faut que tu y ailles en planche à voile, t'es à New York ». Je travaillais aussi pour une autre radio à l'époque qui m'a appelé après France Info sur mon portable. Et en fait, il y avait le problème des lignes aussi. On avait tellement peur que ça coupe que toute la journée, je les ai gardés, l'un d'un côté sur le portable et France Info sur le fixe de l'autre côté, et on raccrochait pas. Il a fallu, je sais pas, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure pour que j'arrive à Roissy. Les avions je monte dans un premier avion, Air France, pour New York, et on est sur le tarmac, l'avion fait du taxi, et puis là, le pilote dit on fait demi-tour, plus aucun avion ne décolle pour les États-Unis. Finalement, on trouve une solution avec d'autres collègues de France 2, de France Info Radio, c'est ça essentiellement, et de RFI, un autre collègue de RFI, et on s'est retrouvé au Bourget, où on a trouvé une compagnie aérienne qui acceptait de nous louer des avions privés avec des pilotes pour partir aux États-Unis. Et puis, à un moment où on était à 2-3 heures de vol, quelque chose comme ça, il y avait des avions de chasse américains sur les côtés de l'avion. Et le pilote nous dit, voilà, la chasse américaine, les avions de chasse américains nous interdisent d'approcher. Donc on va se poser à l'aéroport le plus près, qui était l'aéroport de Reykjavik. Et là, on a attendu plusieurs heures pour obtenir une autorisation de redécollage. Pas pour les États-Unis parce que c'était impossible, ils avaient tout fermé. Pour Montréal, on est arrivé à Montréal. Et de Montréal, on a loué des voitures à l'aéroport de Montréal pour descendre à New York. J'ai fait 27 directs ce jour-là. Et puis vers 15h, donc 21h heure de Paris, là, je me souviens, c'était Mireille Le Maresquier qui était chef du service étranger à France Info. Et Mireille m'a dit, là, il va nous falloir du reportage pour demain matin, Alexandra. Et là, quand même boule au ventre. Moi, j'habitais à Harlem, 111e rue, totalement à l'opposé du World Trade Center. Y aller à pied, ça allait me prendre des heures. Je me suis dit, j'ai des rollers, je prends les rollers. Non, c'est ridicule. Je suis partie avec une trottinette sur le dos. Et finalement, le métro était ouvert et je l'ai pris aussi loin que le métro pouvait me porter, ce qui était West 4th Street, donc 4e rue. Et là, je sors du métro. Et en fait, j'avais l'impression que j'avais changé de pays. J'avais changé de continent, d'espace-temps. C'était la guerre, en fait. Je croisais des camions de pompiers, je croisais la Croix-Rouge, je croisais l'armée, des gens complètement paniqués, cette fameuse fumée qu'on a vue partout. À l'époque, on n'a pas de smartphone. On a juste... je crois que je venais de prendre un téléphone portable, tellement ça coûte cher les communications aux États-Unis. Et en fait, pour tenir les gens informés, il y avait plein de gens qui avaient mis des télés sur le trottoir.
Et les gens étaient paniqués et à la fois médusés. Enfin, c'était juste pas possible dans ce pays de voir une chose pareille. C'est comment est-ce que ça a pu nous arriver? C'est-à-dire que ces tours qui symbolisent la puissance américaine, la puissance financière de New York, comment est-ce que ça a pu arriver? Et il y a une sorte de stupéfaction. Il faut que je fasse du reportage, que je prenne du son. Finalement, dans ces cas-là, j'ai envie de dire, quand il se passe quelque chose de très fort, c'est pas ce qui est le plus difficile, parce que les gens ont besoin de parler. C'était facile, il suffisait de tendre le micro. Et en même temps, je sentais, on ne savait pas encore combien de morts exactement. C'était vraiment trop tôt, on était plongé au cœur de la panique. Quand on a commencé à arriver dans l'État de New York, là j'ai branché la radio de la voiture sur une chaîne d'information continue américaine de radio qui s'appelle 1010 Winds, et j'ai mis 1010 Winds. Et là, sur 1010 Winds, en fait, jusqu'à ce moment-là, si vous voulez, à partir du moment où moi j'étais parti de la rédaction et au moment où on est arrivé près de New York, en fait, on commençait à savoir ce qui s'était passé, que c'était des attentats, mais c'était pas concret. Et là, d'entendre à la radio les reporters qui étaient au pied des débris des tours du World Trade Center et qui racontaient avec cette émotion à la fois très américaine, à la fois très contenue, parce que très professionnelle, mais en même temps un état d'ahurissement de ce qui se passait. Là, dans la voiture, on écoutait ça religieusement. C'est là qu'on a pris conscience, quoi. Et ensuite, je me doutais bien que Manhattan allait être très bloqué. Donc on a fait un long contour pour arriver par le sud de Manhattan et par Brooklyn, et par rentrer dans Manhattan par le pont de Brooklyn, qui était fermé. Tout le monde nous disait c'est fermé. Et moi, il se trouve que j'avais encore une carte d'accréditation de presse américaine qui n'était plus du tout valable, mais qui me restait de mes années de correspondance à New York. Et on avait un gros 4x4 qui faisait un peu gros 4x4 officiel. Et donc j'ai tenté un peu le tout pour le tout. Le pont de Brooklyn était vide. Et on est passé, il y avait des policiers qui étaient là, qui étaient, bon évidemment, j'imagine, dans un état de fatigue, de stress, d'énervement. Et j'ai sorti ma carte comme ça, et sans rien dire. Et ils m'ont fait signe de passer. Et donc on est passé, on a pris ce pont de Brooklyn. Et du pont de Brooklyn, évidemment, c'est là où on avait la vue la plus spectaculaire sur les tours du World Trade Center. Et là, voilà, cette absence devenait tout d'un coup concrète. Et puis ensuite, on a commencé à travailler. C'est le deuxième jour, en fait, que ça a été le plus impressionnant pour moi, où là, j'ai pu descendre beaucoup plus loin. J'ai croisé dans la rue des gens avec des casques de chantier à la main, des hommes, et je leur ai dit, vous allez où? Ben, on va se porter volontaire sur le chantier, on est dans la construction. Je dis, je viens avec vous. Non, si, je viens avec vous. J'ai réussi à embarquer dans un taxi avec eux, et en fait, à passer tous les barrages de police avec eux. Et je les ai vraiment abandonnés, mais au pied des tours fumantes. Enfin, moi, je suis arrivé 24 heures après les faits. Le périmètre avait déjà été largement élargi et la police de New York rigolait pas du tout avec ça parce que les pompiers, à ce moment-là, il y avait d'une part les pompiers qui essayaient de trouver des gens dans les décombres, il y avait la police qui commençait à travailler pour essayer d'avoir des preuves, il y avait tous les services de sécurité américains, vous imaginez bien, qui étaient en train d'essayer de collecter tout ce qu'ils pouvaient collecter, et plus voilà, cette recherche des corps dans les débris, qui était quand même, les deux tours, c'était gigantesque. Donc le périmètre était assez large et impossible d'y rentrer. Moi, j'avais une obsession à ce moment-là, c'était de me dire, est-ce que je vais voir des bouts de cadavres? J'avais la trouille de ça. Je pense que c'est pas honteux à dire, j'avais jamais vu de cadavre à l'époque. Le nuage, quand moi j'arrive, il est en train de se dissiper, il y a de la poussière partout. Il y a une poussière vraiment qu'on sent sur les mains, sur les boîtiers d'appareils photo, le Nagra. Il y a une couche qui se dépose, mais c'est plus le nuage des premières heures. Mais tout est recouvert dans un périmètre qui monte assez loin dans Manhattan. Et plus au sud, côté Brooklyn, il y a vraiment de la poussière sur les capots de voitures partout. Cette odeur de caoutchouc, vraiment, mais de pneus brûlés qui a duré mais pendant des semaines dans Manhattan. Et là, il a fallu que je fasse un direct à Ground Zero, en décrochant une cabine téléphonique, parce qu'il y en avait encore plein. Et je leur disais, parce que mon téléphone portable ne passait pas, autant dire, dans la zone, rien ne passait. Et j'arrivais pas, j'avais du mal à respirer. Je sentais, j'avais la poitrine oppressée comme ça. Et c'était de nouveau un paysage de guerre. Et ce qui m'a le plus marqué, c'était tous ces gens que je croisais, en fait, qui étaient en pleurs. Et puis, il y avait ces endroits. Et ça, c'est, je pense, ce qui m'a marqué le plus. Je me souviens j'arrive à Washington Square, et il y avait des milliers de photos placardées absolument partout, des avis de recherche.
les gens cherchaient leur fils, leur femme, leur père, leur mère, leur conjoint. Parce qu'à ce moment-là, personne n'a l'info. Enfin, dans l'info que les tours se sont effondrées, mais les gens croient encore que comme dans un tremblement de terre, il y aura peut-être des survivants. Donc les gens placardent. Ce traumatisme et cette désespérance, j'ai envie de dire, de ce moment-là, moi, m'a profondément marquée, m'a profondément blessée, peinée, sans doute. Parce qu'on a beau dire, on est des journalistes, certes, mais bon, on est quand même, on est des éponges à émotions aussi. C'est difficile de rester stoïque face à quelqu'un qui pleure et qui a perdu la moitié de sa famille, enfin, à ce moment-là, qui était à la recherche de sa moitié de la famille. Il se trouve qu'après, moi j'ai vécu longtemps à Bagdad, dans une ville qui a connu le plus grand nombre d'attentats dans l'histoire de l'humanité. Et je pense que d'avoir vécu à Bagdad autant d'attentats parfois, les attentats à Bagdad dans une certaine période, au moment de la guerre civile, en 2006, 2007, 2009, faisaient 300 à 400 morts par jour. Donc, d'une certaine manière, je pense qu'après, j'ai relativisé le 11 septembre. Mais là, par exemple, en ce moment où on reparle du 11 septembre beaucoup, ça revient et je me dis, ah ouais, mais quand même, c'est le début de tout ça. Au-delà de l'ampleur de l'attentat, au-delà du nombre de morts, au-delà du choc pour le monde occidental, c'est le début d'une histoire que moi j'ai couverte beaucoup au Moyen-Orient et en Afghanistan, qui a été quelque chose de fondamental pour moi, à la fois dans ma vie professionnelle et aussi forcément un peu dans ma vie personnelle. Je suis rentrée pour Noël cette année-là, Noël 2001, et je supportais plus qu'en fait, à chaque fois que je croisais quelqu'un, les gens savent toujours où ils étaient le 11 septembre. Et donc, chacun raconte son 11 septembre. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était qu'on me parle d'autre chose que du 11 septembre. Ouais, j'ai eu la trouille de ma vie. Mais un truc qui était formidable, c'est qu'entre tout ça, on a quand même des parents, des amis, des machins, de la famille qui se demande comment on va. Et impossible d'appeler, d'avoir le temps d'appeler. Et comme je vous ai dit, je gardais les lignes, hein, on n'a pas raccroché. Le pouvoir de la radio, tout le monde m'a entendu, c'est que ça allait. C'était une façon indirecte de donner des nouvelles à la famille et ça, c'était bien.